Bien, bonjour, je suis Dr Leslie Kerspiver, neurologue, gériatre à Limoges et ravie d'être avec vous. Je remercie les organisateurs, la 2MCL, d'avoir organisé cette très belle journée. Je suis impressionnée par le travail de cette association qui est toute jeune, d'après ce que j'ai compris, et ravie de me trouver avec tous mes confrères de qualité et puis le public qui a l'air particulièrement passionné. Donc, cet après-midi, cette session plutôt, on est déjà avancé dans l'après-midi, nous allons passer sur un autre versant de la maladie qui est plus sur la vie quotidienne. Le vécu au jour le jour, des personnes qui sont, certains d'entre vous sont là avec nous, les aidants et les malades. Avec donc 3 présentations, donc c'est moi qui ouvre la discussion, sur l'éducation thérapeutique, la formation des aidants, et puis une formation plus précise sur les fausses routes. Donc, on va lancer les choses. Voilà. Donc, l'éducation thérapeutique, s'il vous plaît, hop. Je vais vous la définir déjà. Alors, bon, moi, je ferai un exposé, j'espère ne pas être trop longue. D'abord, vous présenter qu'est-ce que c'est l'éducation thérapeutique. L'expérience qu'on en a à Limoges, puisqu'on en fait depuis 2011, pardon. Un référentiel sur l'éducation thérapeutique qui a été publié et qui est accessible sur le site de la FCM, et un petit peu notre expérience dans le cas de la maladie à corps de Lewy. Donc, d'abord, l'éducation thérapeutique du patient, c'est une définition qui date d'abord de l'Organisation mondiale de santé, vous voyez, qui intervient dans les maladies chroniques. J'ai souligné ça parce que finalement, nos maladies dégénératives, qu'elles soient Alzheimer, corps de Lewy, Parkinson, ce sont des maladies chroniques. C'est-à-dire que, comme l'a très bien expliqué professeur Blanc, il y a une phase prodromale, il y a une phase débutant, il y a une phase moyenne, il y a une phase sévère. Tout ça, ça peut s'étendre sur une dizaine d'années. Et ce n'est pas la même maladie en début, en milieu, à la fin. Donc, pour cette partie des maladies chroniques, c'est... Ah, merci. Je n'ai pas repéré. Merci. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vont avoir abordé différents problèmes à différents moments de la maladie. Et l'ETP a donc comme objectif de donner des moyens, des compétences pour vivre au mieux cette maladie à toutes les différentes phases. Donc, l'autorité de santé, en 2007, a intégré aussi l'ETP dans nos pratiques en France, et elles sont mentionnées dans le plan maladie neurodégénérative et les feuilles de route qui ont suivi, comme une partie importante de la prise en charge. Donc, pour vous donner une petite idée sur qu'est-ce que c'est que cette éducation thérapeutique et ces maladies chroniques, les problèmes qui se posent dans les maladies chroniques par rapport à la maladie aiguë. Dans la maladie aiguë, on n'a pas les mêmes relations. En tant que soignant, patient et aidant, ce n'est pas tout à fait le même relationnel qui s'installe. Dans la maladie aiguë, eh bien, l'objectif, je parle d'une pneumopathie ou une appendicite, on est sur une guérison. Le patient, il rentre à l'hôpital où il prend des médicaments, il est passif, il attend que ça passe, on lui donne des médicaments sur une semaine, il les prend. Les soignants, c'est les soignants qui savent, le patient, il attend que ça agisse. Les informations sont simples et le résultat, il arrive sur court terme. Donc voilà, on est sur quelque chose où il faut agir vite, bien, et on fait entièrement. Le patient est dans une attitude assez passive. Lorsqu'on rentre dans une maladie chronique, on est sur une différente posture. Ces maladies-là, on vient de le dire, on n'en guérit pas, mais on a l'objectif de les stabiliser, de les vivre au mieux avec. Donc, l'attitude du patient devient d'un seul coup très active. C'est le patient, quelque part, aussi, qui donne les efforts, qui fournit les efforts. Alors, quand je parle de patient, c'est le binôme patient-aidant, parce que le patient et l'aidant sont indissociables, ça va de soi. Donc, c'est le patient et son entourage qui vont fournir les efforts pour que cette stabilisation se tienne de route. Même si nous, on donne les médecins des conseils, des prescriptions, c'est bien le patient qui va agir. Le risque, c'est une observance plus ou moins bonne. Bon, on va faire ce qu'il faut pendant 6 mois de l'année, puis on va se laisser aller pendant 1 mois ou 2, puis on va se remotiver. Bon, c'est normal. Dans la maladie chronique, on ne peut pas être à 100% constamment. Peut-être des préconisations de faire du sport, de toutes ces choses, manger sainement. Il y a des moments où on flanche un peu. Le soignant, du coup, est un peu moins dans cette position de donner des consignes, mais plutôt d'écouter la personne et de l'accompagner, de le remotiver au moment où ça baisse un peu.
Et donc on a une attitude qui est plus centrée sur le patient et comment il vit la maladie que sur la maladie elle-même. Les informations, elles évoluent, et on est vraiment sur du prévention du long terme. Si vous voulez, on est beaucoup plus une sorte de marathon, alors que dans la maladie aiguë, on est dans un sprint. Donc tout ça, ça conditionne l'importance de mettre en place de l'éducation thérapeutique ou de la formation des aidants, puisque c'est les deux sujets qui vont être abordés cet après-midi. Alors l'ETP, l'éducation thérapeutique du patient, il y a eu des freins qui ont été supposés à cette éducation thérapeutique dans les maladies neurodégénératives. Premier frein, c'était qu'on pensait qu'une personne qui avait des troubles cognitifs, eh bien, ne pourrait pas être acteur de sa santé, de sa maladie. C'est une présomption qui finalement est de plus en plus mise à mal, tout simplement parce qu'on fait des diagnostics de plus en plus tôt dans la maladie. On a parlé là de toute la phase prodromale. Dans la phase prodromale, le malade est bien acteur de sa maladie. Et donc c'est bien à lui, le malade, que revient d'abord le droit à l'information et au conseil. Donc c'est vrai que l'ETP est d'autant plus intéressant quand on s'adresse au début de maladie, dès l'annonce diagnostique, d'après moi. Et puis, le proche aidant, comme je dis, le binôme aidant-malade est indissociable. Et l'aidant est là aussi pour participer et prendre le relais peut-être progressivement si un jour le patient n'arrive plus à être aussi actif. Et puis, on nous a dit aussi, ces maladies neurodégénératives, il n'y a pas de gestes techniques, il n'y a pas de prise de sang, de gaz de sang ou des choses à faire. Donc, finalement, on ne travaille pas sur du savoir-faire, si ce n'est de s'adapter. Il n'y a pas de recette miracle, c'est vrai, mais on peut travailler beaucoup sur les savoirs en général. Comme on l'a dit un peu plus tôt, devant un syndrome, par exemple, de sosie, de Capgras, eh bien, quand on ne sait pas ce que c'est, devant les fluctuations, quand on ne sait pas ce que c'est, on est très désarmé. Donc, déjà, apprendre ce que c'est que la maladie, comprendre les symptômes et puis trouver des façons d'adapter sa vie avec et de maintenir au mieux une qualité de vie. Donc voilà ce que vont être les ambitions de cette éducation thérapeutique. Un petit mot juste pour dire donc la différence entre l'éducation thérapeutique et la formation des aidants. Donc dans ETP, il y a patient. Donc l'éducation thérapeutique, le patient participe aux séances avec les aidants, et il y a une prise de parole qui est valorisée, et il y a aussi des échanges qui se font. Ce que je trouve toujours très intéressant dans ces groupes, c'est les échanges entre patients, entre aidants, et parfois le patient et son aidant qui se disent des choses qu'ils n'avaient jamais eu le temps de se dire ou qu'ils n'avaient pas pris le soin de se dire avant ces réunions. Le TP est aussi quelque chose qui se veut personnalisé. Donc, il y a une phase d'éducation éducative, un diagnostic éducatif individuel qui se fait avant le TP pour essayer de identifier les besoins pour chaque individu, que ce soit l'aidant ou le malade. Mieux comprendre, mieux gérer, maintenir telles ou telles activités de loisirs auxquelles la personne tient. Ce diagnostic éducatif individuel, il se fait avant le TP, et après le TP, on essaye de valider ou non si cet objectif a été tenu. Et puis, je vous ai parlé un petit peu de cette posture éducative des intervenants. On n'est pas des donneurs de leçons, on ne fait pas une conférence, on est là plus pour animer un groupe, pour permettre à la parole de circuler, et on travaille plus à partir de ce que les personnes nous amènent déjà comme contenu, comment ils voient leur maladie, comment ils la vivent, et on travaille à partir de ça plutôt qu'avec des conférences toutes préparées. Donc l'idée, c'est d'avoir une approche globale de la personne. J'aime bien cette idée de la personne, c'est une biologie, c'est-à-dire sa santé, mais c'est aussi une psychologie, un être social, et il doit vivre dans un environnement, donc il faut aussi s'occuper de cet environnement, de son écologie. Donc ce que nous faisons, nous, c'est que nous essayons de proposer l'éducation thérapeutique au patient et son aidant le plus proche de l'annonce diagnostique. Et si le patient est volontaire et s'il est accompagné d'un aidant, l'éducation thérapeutique peut se faire. Si le patient est dans le refus, on a le droit. Des fois, on n'a pas envie de rencontrer d'autres patients qui vivent la même situation. Ça peut être effrayant. Des fois, on n'a pas envie de venir se déplacer. On a envie de continuer sa vie. On ne veut pas parler de la maladie. Voilà, toutes les objections sont recevables. Donc, la personne peut refuser ou peut considérer qu'elle est malade. On a certaines personnes qui sont un peu dans le déni aussi. Dans ce cas-là, on tourne plutôt vers l'aidant. Et si l'aidant le souhaite, l'aidant aura une formation.
Enfin, l'idée, c'est quand même que éducation thérapeutique ou formation, toute personne, au moment de son annonce diagnostique, soit bien accompagnée au mieux. Donc, au CM2R, nous avons commencé à nous intéresser à l'ETP en 2011. Donc, on a 10 ans d'expérience derrière nous. On s'est adressé aux maladies un peu orphelines. Voilà, alors il n'y a pas que la maladie à Courdet-Lewy qui n'est pas toujours bien connue, il y a l'aphasie primaire progressive, il y a l'atrophie corticale postérieure, bref, je ne vous énumère pas, la dégénérescence frontotemporale. Donc quand on avait des patients qui présentaient ces maladies-là, devant la détresse, parce que c'est déjà pas drôle d'avoir une maladie, mais c'est une maladie que personne connaît et qu'on ne trouve pas d'informations, c'est encore pire. Donc c'est ces personnes-là qui nous ont motivés à organiser ces réunions. Aussi les maladies d'Alzheimer chez les sujets jeunes. Donc là, vous voyez, avec des petits groupes chaque année, on arrive à peu près 150 bénéficiaires actuellement. Les groupes restent petits, c'est 4 à 5 binômes, pour pouvoir justement échanger facilement. Et nous avons la chance d'avoir des psychologues qui mènent ces groupes dans certaines d'autres structures, parce que l'ETP peut se faire dans d'autres structures, les accueils de jour, les hôpitaux de jour, les consultations mémoire en général. C'est très souvent du personnel infirmier. Nous, on a à la fois le psychologue et infirmier formés à l'ETP qui mènent nos groupes. Alors, ça fait aussi que les groupes ne sont pas très nombreux, parce que, voilà, il faut qu'il y ait un psychologue disponible. Voilà, un psychologue, ça fait 10 patients à peu près. Alors, bon, ça, c'était juste rapidement donner un petit peu une idée, mais je vais avancer parce que sinon on va être trop lent. Donc, quels sont les effets de l'ETP? On a dit, maintenant, il y a de la littérature qui sort sur tous ces accompagnements. Il n'est pas qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc, nous, on a publié nos résultats dans la revue neurologique. On a trouvé que nos groupes sur les 100 premiers, la stabilité des échelles, dépression, anxiété, fardeau, qualité de vie. Alors vous allez dire, ça n'a pas progressé. Mais c'est déjà pas mal que ça n'ait pas diminué, si on peut dire. Mais ce qui était surtout net, c'est les personnes qui ont participé, ont rapporté une meilleure connaissance de la maladie, surtout un meilleur sentiment d'auto-efficacité, prendre confiance en leurs compétences pour gérer le quotidien et moins d'inquiétude pour l'avenir. Donc, deuxième information que je voulais vous passer, c'est que dans le cadre de la Fédération des centres mémoire, nous avons travaillé à créer un référentiel pour des compétences éducatives. Donc, c'est un projet qui a été mené à Montpellier, Lille, Lyon, j'en oublie, Nantes, je crois, Limoges, bon, plein de partenaires. On a mis en commun tous nos programmes pour essayer de créer un outil qu'on pouvait mettre à disposition les professionnels et les bénévoles. Et je voulais remercier d'ailleurs l'association A2MCL, je crois que c'est comme ça qu'on a fait connaissance. On a demandé aux associations de relire ce référentiel avant de le proposer. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, les associations ont aidé à corriger un peu le vocabulaire. On a dit, comment est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit patient? Est-ce qu'on dit personne malade? Est-ce qu'on dit malade? Comment on dit? Alors, on a gardé le terme personne malade et les dents principales, on a gardé proche aidant. Alors, je trouve que c'est important, le vocabulaire qu'on utilise. Un mot, il y a bien un sens derrière chaque mot. Il y a eu aussi beaucoup de propositions sur le contenu. Donc, ça fait un outil qui, finalement, est très riche et que je vous propose d'aller découvrir, voilà, si vous le souhaitez, sur ce site ici. Donc, c'est le site de l'AFCM, tout simplement, centre avec un s-mémoire.fr. Malheureusement, j'avais demandé qu'on puisse taper sur chaque petite touche et avoir les fiches qui correspondent, mais c'est pas encore au point. Donc, vous aurez le document en entier. Mais ce qui est intéressant, c'est, voilà, nous avons balayé les différentes compétences qu'on peut aborder dans un sujet donné. C'est pas un outil qu'il faut utiliser de A à Z. D'abord, il est beaucoup trop long. Mais vous pouvez piocher des choses dedans. Par exemple, si vous voulez participer à la recherche, eh bien, on commence par... souvent, ça commence un peu toujours pareil. Hein. Quelles sont les représentations que vous avez de la maladie, des troubles cognitifs, de la recherche et ensuite, par exemple, pour la recherche, quel serait l'intérêt? Donc, c'est le groupe qui produit. Quel serait l'intérêt de participer à la recherche? C'est le groupe qui donne des idées. On est là pour animer, pour compléter. Alors, du coup, un petit peu de contenu, des fois, un peu savoir, si je peux dire, sur qu'est-ce que c'est qu'une recherche, comment ça se passe. Et puis, on part avec une session, ça peut être une session comme ça. Voilà. Donc, on part du contenu, vient des personnes qui participent, on apporte un peu de contenu, on discute et on clôture. Donc, ce sont des sessions relativement courtes, hein, il ne faut pas que ce soit trop long.
Voilà, on en a sur l'alimentation, on en a sur l'estime de soi, réguler ses émotions. Voilà, donc il y a beaucoup de contenu là-dedans, comme je dis. Alors, l'objet de ce référentiel, c'est soit d'aider quelqu'un qui a déjà un programme et qui souhaite l'enrichir, c'était notre cas, par exemple, on a pioché dedans pour trouver de nouvelles idées, ou alors pour encourager des professionnels ou des bénévoles pour créer leur propre programme s'ils le souhaitent. Alors, dernière partie de mon exposé, c'est, ben voilà, alors le TP dans la maladie Corbet-Lewy. Est-ce une bonne indication? Alors, si j'étais dans un groupe, je vous dirais, qu'en pensez-vous? Oui? Qui pense que c'est une bonne indication? Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est une mauvaise indication? Madame, elle baisse pas le bras. Bon, je pense qu'on est dans l'unanimité. Mais on aurait pu créer le débat, vous voyez? Oui, alors pourquoi? J'ai cité quelques raisons. Je pense la première, je reviens à l'idée d'une maladie un petit peu orpheline, dans le sens où elle n'est pas très bien connue. Et du coup, quand on est face à cette maladie, on est un peu démuni, je pense en tant que personne malade ou aidant. On est démuni pour trouver les informations. Le kiné ne connaît pas, l'infirmière ne connaît pas, le médecin généraliste, des fois, il ne connaît pas non plus. Et du coup, ben voilà, on est un peu perdu. Donc, on a besoin d'informations, d'autant plus encore que pour une maladie, j'allais dire, plus installée. Le retard diagnostique, l'errance, on a beaucoup parlé ici, c'est malheureusement chose courante et ça crée une détresse supplémentaire. Donc on a besoin aussi de temps pour évacuer cette détresse. Les symptômes déroutants, on en a parlé aussi. Il faut dire que les fluctuations, les hallucinations, les syndromes de Capgras et autres, c'est difficile à donner du sens à tout ça. Donc ces sessions ont aussi de l'intérêt pour ça. Et, comme je dis, cette opportunité s'est présentée. Vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait jusque-là, nous, à Limoges? C'est parce que, justement, probablement, on diagnostiquait trop tardivement les patients. Et depuis quelque temps, soit nos pratiques se sont améliorées, soit on a des patients qu'on n'avait pas avant, mais actuellement, les patients en stade débutant, on les a. Ça fait quelques années qu'on les a. Et du coup, maintenant, on peut proposer un groupe. Et puis, bon, comme dans toutes les maladies neurodégénératives, ça permet de lutter contre l'isolement social. On resocialise les gens, ils revoient du monde. Ça aide aussi à accepter les aides. Vous allez avoir dans le même groupe quelqu'un qui ne veut pas du tout d'aide à domicile et quelqu'un qui a déjà mis son proche dans un hébergement temporaire et ils sont tous les deux revenus ravis. Et donc, vous voyez, cet échange-là va être beaucoup plus productif que de répéter la même chose. Mais si, il faut prendre des aides. Donc ça, c'est intéressant. Et puis voilà, travailler sur éviter l'épuisement des aidants et toutes les hospitalisations itératives qui ne sont bonnes ni pour le patient ni pour l'entourage. Donc voilà, qu'est-ce qu'on est en train de vivre actuellement? Nous avons un groupe en cours. Il va se terminer à la fin de l'année. Donc, je ne sais pas si je vous ai dit, on fait 6 sessions à peu près. À la fin de la 6e session, c'est une session de clôture. Donc, qui en a bénéficié? 5 patients, 2 dames, 3 messieurs, et il y a un peu plus d'aidants, donc parce qu'il y a une femme qui est accompagnée de son mari et leur fille, et un homme qui est accompagné de sa compagne et de son frère qui est son tuteur. Donc, on a donc 12 personnes lors d'un groupe, ce qui est déjà pas mal quand il faut échanger. Le groupe est hétérogène, hein, c'est typique de la maladie Corbet-Lewy, c'est qu'il n'y a pas un seul patient qui ressemble à son voisin. Donc, on voit qu'ils ont tous des troubles cognitifs. Bon, ils sont passés par la consultation mémoire, donc c'est pour ça qu'ils sont suivis chez nous. Un ralentissement cognitif, des troubles visuospatiaux. Les hallucinations sont très fréquentes, de même que les fluctuations, 4 cas sur 5. On a 2 personnes qui ont vraiment un syndrome extrapyramidal invalidant. Et deux personnes dans le groupe qui développent effectivement un syndrome Capgras, un absolument flamboyant, c'est extrêmement spectaculaire. Et l'autre, c'est de temps en temps. De temps en temps, il ne reconnaît pas son proche, mais c'est beaucoup plus fugace. Voilà. Donc dans le même groupe, déjà, on a tous les différents symptômes, mais à des degrés différents. Qu'est-ce que l'équipe, nous, comment est-ce qu'on a ressenti ça? C'était la première fois donc qu'on faisait pour les maladies à Corbet-Lewy et leurs proches. Forte charge émotionnelle. Bon, on avait l'habitude, au début, il y avait toujours l'émotion, au début, quand on réunit nos groupes. Peut-être que là, c'était encore plus fort. Les paroles qui ont été utilisées, la dame qui parlait de son syndrome de Capgras a parlé de sa terreur. Hein, quand elle revient à elle et qu'elle se rend compte, elle est terrifiée. Une épouse qui s'est d'emblée dit morte, voilà. Donc on a des propos très difficiles au début, c'est normal, les gens viennent, ils vident leur sac, et c'est vrai qu'on est là pour les écouter.
Les hallucinations aussi, on en a parlé beaucoup, hein, c'est quelque chose qui pèse beaucoup sur tout le monde, avec des degrés divers, bien sûr, de gravité. Ce qui est très particulier dans la prise en charge, les fluctuations. Alors, on s'en est aperçu pendant les groupes. C'est que pendant les groupes, les patients, à certains moments, sont cohérents, et puis ils décrochent, et puis ils redeviennent cohérents à la fin. Donc ça, c'est clair. Pendant la maladie chronique, on a dit qu'on voulait valoriser la participation des patients, mais les fluctuations, elles sont là. Donc ça, il faut savoir les gérer. Aux patients, quand ils déconnectent un peu, il faut le laisser un peu tranquille, essayer de récupérer à la fin. Les aidants, oui, le fait que les fluctuations ne sont pas reconnues, non pas identifiées. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'intéressant pour nous. C'est non seulement c'était gênant pour nous, mais les aidants n'avaient pas toujours percuté ce que c'était ces fluctuations. Donc un gros travail d'explication, de mise en évidence que c'était les fluctuations, et après comment est-ce qu'on vit avec, parce que ça provoque beaucoup de difficultés dans le quotidien. Et puis, la particularité, alors on a vu que les syndromes parkinsoniens sont plus ou moins marqués, mais notre équipe a quand même eu la réflexion que ceux qui avaient à la fois les troubles cognitifs et les signes parkinsoniens, eh bien, ils avaient une sorte de double peine. Un double fardeau, double stigma, parce que non seulement les troubles cognitifs, mais aussi les troubles moteurs, ça fait beaucoup apporter. Et finalement, du coup, la perte d'autonomie peut sembler plus importante encore, et l'isolement plus important encore. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a frappé, nous, qui faisions ces réunions. Après, qu'est-ce que les patients ont rapporté? Là, on arrive pratiquement à la fin. Hein. Donc, en décembre, on fera la dernière session. Ce qui est toujours spectaculaire, mais j'avoue que ça marche chaque fois. Hein. Je touche du bois, mais ça marche chaque fois, c'est la solidarité qui s'installe. La première session, tout le monde est très ému, tout le monde raconte leur histoire, on est sur la défensive, on a peur. À la fin de la première session, on a tout posé, même des choses des fois assez horribles, comme dire qu'on est mort. Et bien, mine de rien, la solidarité s'est installée. Et ça, c'est très important. Parce que du coup, effectivement, très vite, le sentiment, je ne suis pas seule. Finalement, il y a quelqu'un en face de moi qui vit les choses en face de moi. Il y en a même qui disent « Oh, le pauvre, c'est pire que moi ». Et il y a une sorte d'empathie aussi qui s'installe comme ça, et d'entraide. Très sincère, comme je dis, pas de tabou, les gens me disent des choses. Alors, on met en place les règles dès le début. Hein. On dit bien que c'est un espace confidentiel, qu'il ne s'agit pas d'aller raconter ce qu'on entend ensuite à toute la famille ou aux copains de quartier. Hein. On dit c'est un espace où on se respecte et rien qui est dit ici ne doit sortir. Donc voilà, il y a un certain nombre de règles. Et puis, pas de défection. Voilà, 100% de participation parce qu'on voit bien que les gens ont adhéré. Il n'y a pas eu de perte de personnes. Le partage d'expérience a très bien marché. Les personnes malades ont vraiment pris confiance au fur et à mesure. Et je ne sais pas si c'est une impression, mais on a l'impression qu'il y avait moins de fluctuations à la fin qu'au début. Les participations étaient meilleures au fur et à mesure. Les patients ont vraiment pris confiance et se sont sentis valorisés. On parlait de plus en plus. Et les aidants, comme je dis, ce travail sur les aides. Alors, on avait toujours un ou deux qui voulaient aucune aide. Et puis, à force d'entendre les autres dire, finalement, c'est bien d'avoir une auxiliaire de vie, c'est drôlement bien l'ESA, c'est drôlement bien l'hôpital le jour. On voit le cheminement des aidants vers l'acceptation des aides. Voilà, donc un petit retour d'expérience. Donc, message clé, si j'allais dire, c'est que dès le diagnostic d'une maladie neurodégénérative, quelle qu'elle soit, il y a un droit d'information, il y a un droit de comprendre sa maladie, d'en avoir les clés pour pouvoir vivre au mieux avec. Et donc, pour moi, c'est à la fois une exigence éthique pour le patient, pour l'aidant, mais aussi quelque chose de très pragmatique, c'est-à-dire que les personnes vont mieux utiliser les aides, mieux accepter les aides, vont mieux utiliser le parcours de soins et le système de soins s'ils ont les informations et si on leur donne finalement dès le début. Voilà, je vous remercie de votre attention.